Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc, en attendant qu'Erwan arrive, ouais, je vais meubler, j'ai l'habitude. Je meuble avec beaucoup de plaisir. En attendant que Erwan arrive, on va commencer à faire une petite transition avec les éléments qu'Agathe et Jean-Luc nous ont donnés. On a parlé beaucoup d'IA générative. Il nous manque quand même un aspect. Et je vais commencer avec toi, mon cher Stéphane. Pour qu'une IA générative fonctionne, il faut qu'elle génère, et pour ça, il faut qu'elle ait de la donnée. Et donc ça, je pense que c'est aujourd'hui l'or nécessaire à ce que l'intelligence artificielle puisse fonctionner de manière efficace. Est-ce qu'avant de répondre à ma question, tu peux brièvement nous présenter ton entreprise, ta start-up Duke, s'il te plaît? Merci Antoine. Duke Analytics, c'est une solution qui est intégralement construite autour d'intelligence artificielle, qui utilise des frameworks d'agents autonomes pour transformer n'importe quelle donnée, même ce que vous avez qui est pas très propre dans des fichiers Excel, en éléments qui vont vous aider à prendre de manière autonome des décisions. Donc savoir analyser les tendances de venue de guests dans vos hôtels, dans vos gîtes, quelles sont les meilleures périodes pour pouvoir faire des offres promotionnelles, tout ça à partir des données que vous allez lui mettre mettre dans le système, et de manière autonome, il va vous guider, identifier les tendances, vous proposer des solutions pour ajuster vos prix, etc. Donc tout ce qui va être nécessaire pour faire en sorte que votre activité soit la plus pérenne et la plus rentable possible sur le long terme. Et du coup, justement, pour essayer d'être un peu plus précis, je pense que la grande majorité d'entre vous ont au moins digitalisé à minima leur réservation, digitalisé une partie de leur CRM, digitalisé leur communication, leur marketing. Donc ces données-là, aujourd'hui, elles vont permettre à l'intelligence artificielle d'aller les chercher, mais il faut que cette donnée, elle soit organisée, il faut une collecte. Et ensuite, toi, au niveau de Duke, tu vas intervenir sur l'aide à la décision. Comment ça se passe, cette notion ? En ayant conscience que ce travail de préparation est généralement le travail le moins intéressant du monde, le plus complexe et qui nécessite le plus de ressources humaines compétentes, on a fait en sorte que dans la plateforme, tout se fasse de manière autonome. Donc c'est du plug and play, vous amenez vos données et ensuite toute l'intelligence de notre solution va faire en sorte que ces données soient exploitables directement pour que vous puissiez aujourd'hui poser des questions et avoir des réponses, et à terme avoir automatiquement dans votre workflow, donc dans vos processus du quotidien, l'information, l'élément de décision, la donnée qui va vous permettre de choisir quand faire une offre, prendre une décision, etc. Très bien. J'ai Erwan normalement qui vient d'arriver, mais je vais finir avec une dernière question pour qu'on comprenne bien et qu'on puisse illustrer. Donc, j'aime bien avoir des exemples. Il me semble que Duke aujourd'hui est utilisé dans des marchés touristiques, si je dis pas de bêtises, à Maurice, en Autriche. Est-ce que tu peux nous donner des exemples aujourd'hui ? Tout à fait. On a donc des clients dans le tourisme à l'île Maurice. C'est pour notre premier marché, en tout cas sur la partie touristique. On aide une chaîne d'hôtels assez importante à gérer tout ce qui va être forecasting et gestion du prévisionnel d'activités dans leurs différents hôtels. Donc concrètement, on est plugué sur leur HMS, donc leur système de gestion de l'hôtellerie, là où toutes les réservations arrivent avec toutes les informations sur le forward booking, donc les réservations qui sont prévues dans le long terme. Et grâce à ça, simplement en posant des questions, les utilisateurs, les sales sont capables d'avoir des prévisions fines par marché, par type de provider, donc que ce soit Booking, Airbnb, etc., pour savoir comment ajuster leurs offres et comment avoir une vision du taux d'occupation à venir, du taux de revenu à venir, etc. Donc ça, c'est un de nos premiers cas et un des cas les plus puissants qu'on met en œuvre dans le tourisme aujourd'hui, par exemple. On va continuer. Je vais aller du côté de Christophe. Tiens, Christopher, oui. Animateur numérique de territoire à l'Office du tourisme de l'Ouest. Ça veut dire que toi, tu es en contact direct avec les acteurs du tourisme de l'Ouest, justement. Ouais. Aujourd'hui, tu interviens beaucoup autour du numérique et on se disait en aparté que le sujet tendance, c'est un peu l'IA. Et donc, vous faites quoi aujourd'hui à l'Office du tourisme de l'Ouest pour répondre à ces questions ? C'est très tendance en ce moment. Alors, c'est vrai que ça va être un peu redondant avec ce qu'on a vu avec Agathe et Jean-Luc tout à l'heure. C'est que, tout simplement, on fait un atelier sur l'IA pour vulgariser l'IA. Qu'est-ce que c'est ? Pour informer justement les prestataires de l'utilisation de l'IA. Et donc, en fait, ça commence par tout simplement d'où vient l'IA, comment ça fonctionne. On voit aussi les préjugés aussi, parce qu'il y a beaucoup de préjugés à cause des médias, etc. Ils ont un peu peur au niveau de ça. On voit aussi la partie, tout ce qui touche à, comment les différents types d'IA. Du coup, on a vu tout à l'heure, Agathe a parlé tout à l'heure de symbolique, de faible, etc. Donc ça, on sensibilise, mais c'est vraiment une petite partie, quoi. On voit aussi la partie, d'IA générative surtout. Qu'est-ce que c'est que les différents types d'IA qui existent.
Et on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est important aussi, mais que l'IA génère beaucoup aussi entre guillemets, de déchets, je dirais. Donc ça, c'est aussi important. Hein, donc ça, il faut sensibiliser là-dessus. Et pour finir, c'est que nous, pendant l'atelier, on prend le temps de comprendre comment faire une requête à une IA générative, parce que c'est important. Pour tous les types d'IA, c'est un peu le même principe, c'est qu'on converse. Il faut vraiment faire un bon prompt pour pouvoir dialoguer avec l'IA. Et donc, ça commence par, on connaissait tout, je pense, mais tout ce qui dit le rôle, contexte, etc. Et donc, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on leur apprend aux prestataires le fonctionnement pour qu'ils puissent par la suite mettre ça en place dans le cadre de leur activité. Et depuis combien de temps vous mettez ça en place? Est-ce que c'est en rebondissant sur le forum de l'année dernière ou c'était déjà ça va faire, il me semble que ça va faire 1 an et demi à peu près. Donc du coup, après, on essaye de faire évoluer. Plus tard, on aimerait faire évoluer nos ateliers qu'on propose déjà avec de l'IA, pardon. Par exemple, on a un atelier sur la création de site internet. Mais plus tard, on aimerait faire évoluer ça avec de l'IA. Ça peut être pour les réseaux sociaux, en lien avec de l'IA. Donc voilà, on peut proposer des outils d'IA qui existent pour les aider dans leur quotidien, tout simplement. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, quand tu interviens sur l'IA, justement, on parlait des peurs, des biais, tout ça. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les usages sont là? Est-ce que on est encore au stade de sensibiliser un petit peu? Ou est-ce que les usages qui sont déjà là, est-ce que précisément ils sont sur quoi aujourd'hui? Et où est-ce que tu penses que les acteurs ont besoin d'être accompagnés aujourd'hui? Au départ, en fait, ils avaient vraiment peur parce que c'est vrai que les médias vulgarisaient pas assez et du coup, c'était effrayant. Avec le temps qui passe, du coup, on voit beaucoup, je sais pas, par exemple, IA, Meta, etc. Vous voyez que vous êtes beaucoup plus en contact avec l'IA, donc du coup, ça rassure. On essaye de tester, etc. Et donc, du coup, on a cette facilité maintenant à utiliser l'IA, mais c'est vrai que en faisant les ateliers, ça les a permis justement d'être plus, en sécurité, je dirais. Et donc, c'était quoi ton autre question? Pardon, parce que je pars dans mes... Alors, est-ce que je vais peut-être préciser, est-ce qu'aujourd'hui on reste cantonné plutôt à du ChatGPT ou est-ce qu'on est allé sur d'autres outils d'IA pour générer des images, par exemple, pour gérer du texte, du référencement, ce genre d'outils? Alors, c'est plutôt ChatGPT, après, parce que c'est le plus connu. Après, j'essaye toujours de leur expliquer les autres outils qui existent et quand même de prendre en main, de tester. Mais c'est vrai que la première chose en général, c'est ChatGPT, c'est le plus simple pour eux. Et je veux pas non plus trop, trop mettre d'outils dans la tête, parce qu'après ça peut les perdre. Donc du coup, sur un outil. Mais je leur dis pas forcément d'être ChatGPT. Je suis pas trop nerd de ChatGPT, moi. Donc ça peut être Gemini, Mistral, etc. Peu importe. Le but, c'est qu'ils comprennent le fonctionnement pour pouvoir l'appliquer et après le mettre par la suite pour leur activité, tout simplement. Très bien. Je vais repartir avec toi, mon cher Stéphane. Parce qu'on le dit très bien, on a parlé d'outils, mais à chaque fois, quand on a des tendances comme ça, comme un peu TikTok à l'heure des réseaux sociaux, on parle souvent d'outils et on veut absolument être sur la tendance, aller chercher l'outil. Il y a un préalable, qui est la notion de stratégie, d'objectif que je vais avoir en utilisant ces outils-là. Et notamment, j'aime bien ce parallèle, je ne sais plus qui le disait, mais qui disait que l'intelligence artificielle est liée à la personne qui va mettre de l'intelligence dans son prompt. Alors, du coup, Stéphane, le prompt aujourd'hui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et est-ce que tu as des conseils sur la qualité d'un prompt? Je sais que tu adores cette question. Tu vas nous dire pourquoi. Je suis peut-être pas la bonne personne à qui il faut demander ça, mais concrètement, si le prompt, comme l'a très bien dit Christopher, va permettre en fait de séparer une réponse qui est plus ou moins juste, plus ou moins vague, de quelque chose qui va être réellement efficace. Ces outils sont aujourd'hui très puissants pour comprendre les demandes, donc ce qu'on va appeler les guides, les lignes les guides, les guardrails. Je parle tellement en IA que requêtes, tous les termes en anglais, les garde-fous. Donc quels sont, comment il doit répondre, avec quelle typologie, sur quelle tonalité, de quelle manière, avec quel format, comment on le structure, dans quel contexte, pour faire quoi, et surtout en limitant sur qu'est-ce que je ne peux pas faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Donc ça doit être en fait comme si c'est très très puissant, mais c'est très très bête aussi en même temps. C'est comme si je demandais à un gamin de 4 ans qui était parfaitement capable de piloter une voiture de le faire. Il a toutes les compétences, mais si je le laisse faire tout seul, il y a 40% de chances qu'il finisse dans un mur. En mettant en place en fait tous les systèmes qui vont lui expliquer pas à pas
les choses, et donc en faisant les bons prompts, donc ce bon texte et ces bonnes instructions, il va être capable de, dans toutes les connaissances qu'il maîtrise, de trouver plus facilement la façon de le faire. Et concrètement, c'est ça. C'est quelque chose qui est très 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 puissant, mais sans ce guide et sans prendre du temps et des efforts pour formaliser la façon dont on explique et on donne du contexte à ces outils, ça va souvent tourner dans le mur. Et après, donc le prompt est un élément, mais dans les éléments de contexte, il y a tout ce qui va être aussi la mémoire. Donc vous allez être dans une conversation, il va retenir certaines choses. Il va y avoir les outils qu'on va pouvoir lui donner. Est-ce que vous lui mettez des fichiers? Est-ce qu'il peut chercher sur Internet? Est-ce qu'il peut aller faire d'autres choses de manière autonome? Donc tout ça va faire en sorte d'enrichir ses capacités et d'avoir quelque chose qui fonctionne de manière beaucoup plus puissante. Donc c'est une porte d'entrée, mais c'est ce qui va permettre d'avoir des réponses qui sont plus adaptées et plus personnalisées, et pas juste ce que tout le monde va avoir de la même manière si je pose la question de manière brute et sans aucun contexte. Vas-y, rebondis. J'ai juste à rajouter le fait que Stéphane a raison, c'est que dites-vous que l'IA, c'est vous conversez entre guillemets avec votre pote, quoi, ou votre assistant. Faut vraiment échanger, c'est une conversation. Faut pas s'arrêter à une requête d'Asta. C'est vraiment échanger et rajouter justement les petits points du fait que voilà, je veux que tu sois peut-être plus sensible à ces moments-là. Je veux que je sais pas, par exemple que rajoute-moi tel mot clé pour qu'on mette à jour mon site internet, etc. Donc là c'est hyper important de dialoguer vraiment votre IA. C'est un peu votre Alfred dans Batman et Robin, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'Erwan est là? Toujours pas? Ok, on continue. Du coup, il y a une question qu'on se posait quand même et qu'on voulait exposer un peu aujourd'hui. On se dit souvent que la Réunion est très en retard. On a vu quand même que sur l'année 2024, c'est passé beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle. Il y a eu effectivement un IA Summit en métropole, mais il y a eu une première étape du Tour de France de l'intelligence artificielle qui s'est faite et qui s'est ouverte à La Réunion. Aujourd'hui, Stéphane, est-ce que l'écosystème IA à La Réunion, il se passe des choses, il existe des acteurs, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'écosystème est aujourd'hui, on va dire, en train de naître. Donc, on commence à avoir des sociétés, des acteurs qui vont être dans la formation déjà, beaucoup dans l'éducation, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, ce qui est un très bon premier niveau, puisque derrière, la porte d'entrée évidente, c'est d'utiliser des outils comme de d'IA générative, type ChatGPT, type Mistral, type Gemini, type Anthropic, pour pouvoir commencer à, on va dire, à mettre le bout de l'orteil dans le bain, et derrière dans des acteurs qui commencent à construire autour de ça, c'est-à-dire des systèmes qui vont par exemple être capables de prendre en entrée tous vos documents, vos PDF, vos Word, vos mails, etc., et de répondre à des questions spécifiques au contexte de votre entreprise, donc en cherchant dans ses propres documents, ce qu'on appelle de la recherche augmentée par de l'IA générative. On commence à avoir des gens qui sont capables de mettre ces systèmes, on commence à avoir des gens qui sont aussi capables de mettre des systèmes d'IA d'agents autonomes. Donc on a parlé d'agents, c'est autour d'un LLM la capacité à lui donner une capacité d'action avec un outil, et en lui donnant d'agents autonomes, c'est qu'il va être capable de décomposer un problème de manière tout seul, d'utiliser ces outils de manière indépendante, de planifier ses actions, de garder en mémoire et de faire des choses plus complexes. Quand on avait l'exemple de je vais prendre mes Google My Review et de répondre une par une en les mettant dans ChatGPT, concrètement, c'est d'avoir quelque chose qui est complètement autonome, qui est directement plugué à mon Google My Business, des agents autonomes qui vont le faire de manière complètement automatique et vous proposez à la fin les réponses pour validation, et vous n'avez plus qu'à dire oui ça me va, non ça me va, oui ça me va, oui non ça me va pas, et ça génère les réponses de manière complètement autonome de bout en bout. Donc la connexion à Google by Business, la réponse, etc., avec toujours de l'interaction humaine. Voilà. Donc on commence à voir ces acteurs, et puis on a des gens qui aussi vont être capables de fine-tuner des modèles, donc d'affiner des modèles, de faire en sorte qu'ils soient vraiment, dans ce cas, by design sur vos données à vous, et de construire des modèles de complètement de bout en bout. Ce sont des capacités qu'on commence à avoir. Bien. Et alors juste pour être sûr, parce que tu utilises effectivement plein de mots, je te coupe pas parce que je te laisse finir, mais LLM, ça me parle à tout le monde, LLM? Ouais, Concrètement, c'est pour faire simple, ChatGPT est un LLM. C'est un modèle de langage, un large language model, un modèle de langage large. C'est ces modèles d'IA générative qui sont énormes et sont capables de répondre et de générer du texte, des réponses, des images, de l'audio, etc. On va dire, c'est l'approche, on va dire, standard. Et aujourd'hui, beaucoup de choses vont dans une direction différente, ce qu'on appelle les SLM, les petits langages de modèles, qui sont eux beaucoup plus petits en taille et en
besoin de ressources, mais très spécifiques et très adaptées à certaines questions. Mais concrètement, voilà, si vous entendez LLM, ne paniquez pas, ça veut dire concrètement le type de modèle qu'il y a derrière ChatGPT, derrière Mistral, derrière Gemini. C'est juste ça. Bien, merci pour la précision. Je vais reprendre ce que disait Armel ce matin, Armel Solélac, qui disait qu'aujourd'hui, dans le futur du tourisme, on est plutôt sur l'humain en premier, le frugal, l'expérientiel, et notamment sur la notion des émotions, chose que ne fera jamais une IA à notre place. Mais c'est vrai que tout ce qui est action chronophage et répétitive, elles seront 100 000 fois meilleures que nous, et ce serait dommage de ne pas les utiliser en 2025. Alors, j'ai un petit bémol sur la partie gestion des émotions. Je t'en prie. Il a été prouvé dans pas mal de recherches que les IA génératives sont meilleurs juges que les humains des émotions et de la capacité à détecter le sarcasme, l'ironie, tout simplement parce qu'elles ont vu tellement d'exemples et qu'elles sont capables d'identifier les marqueurs de ces éléments-là. Et donc elles sont vraiment beaucoup plus à l'aise de comprendre ces choses-là qu'un humain lambda, en tout cas qu'un humain lambda, pas qu'un humain formé à cette détection. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on a beaucoup de cas de ChatGPT a poussé mon fils au suicide ou ce genre de choses, parce qu'ils sont capables de comprendre et d'interagir de la façon la plus empathique pour vous donner la réponse et vous faire plaisir. Que ça fasse pas plaisir ou pas, mais ça vous fait plaisir à vous. Et aujourd'hui, une chose que par contre n'arrivent pas à faire les IA génératives, je parle, et peut-être que Christopher, tu peux avoir un regard là-dessus, c'est le lien entre les différentes IA entre elles. En fait, plus j'arrive à faire travailler des IA entre elles, plus j'arrive à un résultat qui est pertinent et qui me permet d'affiner un peu ce que j'aimerais créer. Et aujourd'hui, on est capable, on l'a vu avec Agathe à l'instant sur son cercle là où il y avait toutes les applications, finalement de tout générer. Ah oui, du coup, il y a plein d'IA génératives qui existent. Que ce soit pour les images, le texte, même des vidéos. Vous avez même pu voir l'outil Agen, je crois, de mémoire. Ça permet justement de traduire, faire une vidéo par exemple en français et traduire en différentes langues. Donc c'est fou ce qu'on peut faire. On peut même faire des sites internet aussi. Donc c'est vrai qu'on peut tout faire et c'est pour ça que l'Office aimerait faire évoluer ses ateliers sur justement ces outils d'IA qui existent et leur montrer aux prestataires que ça existe. On n'obligera jamais les prestataires à le faire, mais qu'ils ont toutes les cartes en main pour qu'ils puissent après utiliser les outils adaptés à leur quotidien, tout simplement. Alors un des points qu'on a très peu évoqué, mais tu en as parlé, mon cher Christopher, c'était peut-être pas un élément dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui, mais c'est un élément important. L'intelligence artificielle générative et notamment les fameux LLM qu'il peut y avoir, sur le côté frugal que nous parlait Armel, il y a quand même certains écueils en lien avec la notion d'écologie, d'environnement, d'usage, je dirais raisonné et raisonnable de ces outils. En fait, du coup, faut vous dire que faut pas faire des requêtes pour faire des requêtes sur l'IA parce que malheureusement ça génère beaucoup de de pollution parce qu'on a besoin de refroidir ces serveurs et du coup éviter de faire de requêtes. Au contraire, faites des requêtes plus optimisées ou plus plus intelligentes, je dirais. Je sais pas comment dire ça autrement. Utilisez d'abord, c'est pour une recherche classique, je sais pas, utilisez Google et après par la suite vous utilisez les outils d'IA générative. Je sais pas si Stéphane veut rajouter quelque chose là-dessus, mais peut-être pour laisser faire la passerelle avec Stéphane. Aujourd'hui, on a une stat, une requête ChatGPT, c'est 40 fois plus émetteur de gaz à effet de serre qu'une recherche sur Google. Et on dit qu'en général, ça consomme une requête basique, ça consomme 1,5 litre d'eau en refroidissement des serveurs. Est-ce que tu as quelques éléments là-dessus, toi, Stéphane? Et Arwan est de retour. Non. Les principaux fournisseurs d'IA générative, Mistral, Anthropic, Google pour Gemini et OpenAI pour ChatGPT ont sorti récemment tous des belles études sur leur consommation d'énergie, d'eau, etc. A priori, c'est moins pire que ce qui était annoncé au départ, mais a priori, il faut aussi le prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'ils ont mis beaucoup de crédits carbone, beaucoup de choses inventées pour masquer, on va dire, certains aspects.
En tout état de cause, ça, c'est effectivement quelque chose qui va utiliser énormément d'énergie, surtout que par rapport à des systèmes d'intelligence plus classiques, donc par exemple ce qu'on avait avant pour essayer de mettre des scores, donc des probabilités de clients qui viendraient chez nous ou quoi que ce soit, qui sont, on va dire le machine learning, donc l'apprentissage par machine, on va dire classique, qui existait avant l'IA générative. Ce type d'IA va, à chaque fois qu'on va lui poser une question, nécessiter de l'énergie pour faire ce qu'on appelle de l'inférence, donc pour chercher dans leur corpus de données quelle est la bonne réponse pour répondre à votre question. Donc c'est un changement de paradigme par rapport à ce qui se faisait avant. Donc c'est très très coûteux et très très consommateur. Et c'est pour ça que beaucoup d'acteurs, lorsqu'ils vont dans une direction qui est différente aujourd'hui, c'est d'aller vers des modèles beaucoup plus petits. En travaillant sur les données qu'on va mettre en entrée pour entraîner des modèles spécifiquement sur certains cas d'usage, on va être capable de faire en sorte que des modèles qui sont 100 fois plus petits soient 99% aussi efficaces que des modèles gigantesques. La différence, c'est simple, c'est un peu une analogie du couteau suisse. Le couteau suisse vous permet de tout faire, mais si j'ai besoin de tourner une vis, un tournevis fera largement l'affaire. C'est donc le même principe entre des modèles comme ChatGPT qui est capable de vous faire des haïkus, de faire de la philosophie, d'écrire des images, et quelque chose que vous allez prendre spécifiquement, beaucoup plus petit, pour aller générer du code, pour aller générer une image et ne savoir faire que spécifiquement ce type de tâche. Donc beaucoup de systèmes aujourd'hui vont dans cette direction, vers des systèmes beaucoup plus petits, 100 fois plus efficaces en termes d'énergie, 100 fois plus simples aussi à maintenir et à manager, pour faire en sorte d'éviter d'utiliser des énormes modèles pour tout et n'importe quoi. Et on avait présent en fin d'année dernière le docteur Luc Julia, qui est l'inventeur de Siri, qui nous faisait des conférences sur l'intelligence artificielle et qui disait que, et repris par Agathe, qui disait que 36,4% de ce qui est généré par ChatGPT aujourd'hui, c'est de la connerie. Puisqu'elle se base sur toutes les données qu'il y a sur Internet, et on le sait tous autour de cette tente, que tout ce qu'il y a sur Internet n'est pas forcément vrai. Et aujourd'hui, une des astuces, c'est un peu ce que tu dis, c'est finalement, maîtrisons notre donnée. Plus notre donnée est maîtrisée, et donc je vais mettre un modèle d'intelligence artificielle dessus, plus le niveau de pertinence du résultat sera bon. C'est un peu ce que tu dis aujourd'hui, et c'est un peu la tendance de fond sur lesquelles on est parti. C'est exactement ça. Les modèles d'IA générative ne connaissent que les données qui sont, on va dire, libres sur Internet, c'est-à-dire pas les données de vos entreprises et des entreprises de manière générale qui, elles, sont captives de vos systèmes et de vos informations. Et c'est ces données de vos entreprises qui ont tout le contexte de votre façon de travailler. Et c'est pour ça que ça fait du sens de venir avec des modèles plus petits, d'utiliser ces données chez vous. Ces modèles plus petits vont vous permettre de maîtriser aussi ce modèle, de l'installer sur des serveurs qui sont acceptable en termes de coûts, et donc d'éviter d'avoir des données qui sont critiques, qui sont sensibles, qui sont votre business, de les utiliser, de les envoyer vers ChatGPT ou ailleurs pour que eux entraînent leur modèle sur vos données. Donc ça fait du sens et en termes d'énergie, et en termes de maîtrise de ces données, et en termes de capacité à avoir des modèles d'IA qui sont adaptés à votre business, à vos règles, à votre façon de travailler, à vos processus, à votre façon de répondre. Et donc oui, ça fait énormément de sens, et c'est vraiment la direction qui est en train de se prendre, en tout cas pour une grande partie des acteurs dans le domaine de l'IA. Parce que les grands acteurs que tu as cités, ils sont au stade de se dire on installe des mini-réacteurs nucléaires pour maîtriser l'énergie de nos data centers. Donc on en est arrivé là, donc je suis pas sûr que ce soit le futur dans lequel on veut aller. Ou on rachète des centrales à charbon. On rachète des centrales. Mais là, pour les gens qui sont là devant toi, c'est bien, on parle de données, on a compris que c'était l'or et tout ça. Mais en fait, on commence par quoi? On la trouve où cette donnée? On en fait quoi? Comment on est sûr qu'elle est bonne? Par quoi on commence? Alors je sais pas quel est le niveau, on va dire, de taille d'activité de tout le monde en face de moi. Donc j'imagine qu'il y a un peu de tout. Si j'ai une petite structure, un gîte, donc une TPE dans le tourisme, vous avez forcément la capacité à collecter vos réservations, les avis, etc. Donc on va commencer par récupérer ces informations, les mettre en forme probablement sur un fichier Excel ou sur un équivalent Google Sheet, etc. Donc faire simple, mais commencer à la collecter, à la compiler, à mettre de l'historique, et à partir de là, on va pouvoir commencer assez rapidement à utiliser de l'intelligence artificielle de plus en plus complexe pour répondre aux questions de forecasting, de revenu management, de saisonnalité, etc.
etc. Donc tout ce qui pourrait être dans le cadre de votre activité de gestion de vos reviews, de vos réseaux sociaux, etc. Donc tout ça, on peut commencer très simplement en mettant les choses déjà de manière normée et régulière dans des fichiers Excel. Pour des structures plus grandes, vous avez des CRM, vous avez un site web, vous avez probablement un système de gestion de votre hôtellerie, vous avez toutes vos réservations, tout votre planning, tout votre pricing, et donc il suffit de plugger ces outils au-dessus de ces bases. Ça nécessitera un peu de travail pour le mettre en forme, pour être capable de vraiment faire de l'analyse de données dessus, mais vous avez probablement déjà toute l'information qui est présente, et c'est une question de comment est-ce que je la décloisonne, comment est-ce que je la sors de ces outils pour la donner à des systèmes qui vont m'aider à prendre des décisions et à mettre mon activité. Mais concrètement, commencez déjà par savoir où sont vos données, les recenser, voir comment les stocker ou comment les libérer pour pouvoir ensuite les utiliser dans un cadre de votre entreprise et pouvoir les exploiter pleinement. Oui, parce que pour un néophyte, tu dis il faut plugger. Est-ce que je suis capable de plugger sur les outils que j'utilise, ou est-ce qu'il faut que j'extrais de ces outils et que je mette ma base de données sur soit des Google Sheets comme tu le disais, ou éventuellement des Notion où il y a déjà une partie d'IA dedans, ou d'autres outils comme ça? J'éviterai des outils tiers qui ont de l'IA déjà dedans, puisque ça va revenir au problème de je donne mes données d'entreprise à quelqu'un qui va s'en servir pour faire de l'entraînement. Et puis après, ça va dépendre des systèmes. Concrètement, Oracle, si vous avez du Oracle pour votre HMS, bon courage. Ils ferment tout et c'est hors de prix pour extraire quoi que ce soit. Mais pour d'autres providers, donc d'autres fournisseurs de ce type de solution, en général, les bases de données sont accessibles où il y a une API, donc un port de connexion, on va dire pour simplifier, vers ces données qui est mis à disposition. Et derrière, c'est juste comment est-ce que je l'extrais ou je me connecte. Est-ce que le temps est atteint? On coupe nos micros, c'est ça? Alors je vais aller avec Christopher, ça va me permettre de faire la transition. Christopher, on parle de plugger, d'extraire les données, d'essayer de les chercher. Aujourd'hui, est-ce que dans les sensibilisations et les ateliers que tu fais, il y a une partie qui va là-dessus, sur se dire, bah, ok, aujourd'hui vos données elles sont où, comment on les utilise et qu'est-ce qu'on peut mettre comme modèle dessus, sachant qu'en plus il y a un enjeu financier. On a l'impression que c'est cher et que c'est complexe, et en fait c'est de moins en moins complexe et c'est pas si cher que ça. Oui, en fait, du coup, nous, on parle pas du tout de ça. C'est pour ça que je leur dis souvent de se rapprocher des professionnels là-dessus, parce que c'est vrai que c'est compliqué juste, enfin, la partie mettre en place, je dirais. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas conscience que ils ont apporté de leurs mains des outils qui permettent de faire certaines automatisations. On parle un peu de Office 65 par exemple. Il y a certains qui ont la version payante et du coup ils ont Copilot et ils peuvent après utiliser Copilot plugué justement à Excel pour pouvoir faire gérer de l'automatisation. Après, il y a d'autres outils qui existent comme Make, Zapier, etc. Mais c'est vrai que cette partie-là, c'est un peu les freins pour l'instant de notre côté, parce que c'est pas un atelier qu'on a mis en place. Et donc, c'est vrai que les prestataires sont demandeurs de ce genre d'automatisation, quoi. On fait un teasing, il y a un prochain atelier de prévu ou le prochain atelier IA, tu veux dire? Tout court. Ah les prochains ateliers numériques, finalement, en fait, tu fais en général tous les mois pratiquement. Donc du coup, là, le prochain atelier IA, il me semble que c'est fin du mois. En tout cas, c'est avec plaisir. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas en tout cas à venir vers moi pour vous inscrire. Malheureusement, c'est que le prestataire de l'Ouest. Je suis désolé pour les autres, mais voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas. Qui dans le public a déjà fait des ateliers? Une vraie sensibilisation à faire. Il y a un dernier aspect, et on va clôturer cette table ronde. Un dernier aspect qu'on évoque très peu, mais qui est quand même fondamental, et notamment sur l'usage qu'on va en avoir demain, parce que les usages seront de plus en plus simples. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a une technologie de masse qu'on peut utiliser aussi simplement en termes de sur-mesure et d'individualisation. Mais la notion d'esprit critique, elle est fondamentale. C'est quoi votre regard par rapport à ça? Et en plus de me donner un regard, un dernier conseil avant qu'on clôture cette table ronde. Christopher? Du coup, le regard par rapport à ça, moi, à mon sens, de pas hésiter à tester les outils d'IA, même à petite échelle. Ne tombez pas aussi dans l'hallucination, j'appelle ça, c'est que de pas prendre tout ce que l'IA vous donne non plus. Réfléchissez un minimum quand même. Je dis souvent que vous êtes l'humain et devenez pas un robot devant une machine, je dirais. Donc ayez cette réflexion-là.
Et c'est vrai que l'IA n'est pas non plus pour remplacer le savoir-faire, mais au contraire l'exercer. Donc du coup, le mot de la fin, je dirais, à mon sens, c'est que l'IA, c'est votre, je répète, mais votre Alfred, c'est un peu votre super pouvoir, je dirais. Donc n'hésitez pas à l'utiliser dans le cadre de votre activité, tout simplement. Mais comment dire ça, raisonner. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Stéphane, Est-ce que ça marche? Ouais. c'est bon, t'as pas coupé quelqu'un encore. Je commencerai par dire utiliser Mistral plutôt que ChatGPT. Ça, c'est toujours mieux d'utiliser quelque chose qui est fait par des Français que par des Américains, surtout dans les temps qui courent. Évitez sur ce type d'outils qui sont beaux et faciles d'accès sur étagère de mettre vos données d'entreprise, surtout s'il y a des données de vos clients avec des noms, des prénoms, des informations de cette nature-là. Parce que même s'ils vous font des belles promesses devant, toutes les affaires en ce moment judiciaires montrent que la propriété intellectuelle et la propriété tout court, ils en ont rien à faire. Donc vos données, ils vont les utiliser pour faire apprendre leur modèle. Donc essayez de privilégier du français si vous faites de l'outil via chat en ligne. Et sinon, derrière, sur la question de l'esprit critique, c'est comme beaucoup d'outils précédemment. Je ne sais plus lire une carte parce que j'ai tout donné, toute cette compétence à un GPS, mais je fais quand même attention lorsque je conduis de ne pas suivre bêtement le GPS qui m'emmène dans une rivière ou dans un ravin. Donc c'est pareil. C'est quelque chose qui va vous retirer certaines des compétences et de vos compétences aujourd'hui, mais il faut toujours garder à la fin la notion que c'est vous qui décidez, c'est vous qui contrôlez, c'est vous qui choisissez de faire ou d'agir sur ce qui vous a été donné comme résultat. Et en ayant en tête que ces modèles, leur objectif, dans la façon dont ils sont construits, c'est toujours de vous donner une réponse qui vous plaît. Donc ils vont toujours aller dans votre sens et ça peut causer des problèmes à la fin si on n'a pas ça dans son usage de départ. Et puis après derrière, quand on veut aller plus loin, la question c'est dans mon travail du quotidien, qu'est-ce que je fais pour lequel je n'ai pas de valeur ajoutée ou peu de valeur ajoutée qui peut s'automatiser au maximum et commencer à travailler avec des outils IA dédiés, adaptés pour remplacer, entre guillemets, pour augmenter votre capacité sur ces tâches-là et au fur et à mesure se concentrer sur là où vous avez de la valeur en tant que, en tout cas, gestionnaire d'entreprise, les décisions, la stratégie, comment faire en sorte de naviguer dans le tourisme à l'ère de l'IA aujourd'hui. Eh ben merci beaucoup. Effectivement, je prends la balle au rebond du GPS, je vais la garder. Mais effectivement, pour une fois, je disais que le mot intelligence c'était peut-être pas le bon nom, mais le mot génératif, lui, c'est le bon nom, parce qu'ils seront là pour générer quoi qu'il arrive, même s'ils n'ont pas forcément la réponse. Donc il faut la challenger. Et effectivement, donc l'IA nous permet de passer finalement de la carte routière au GPS. Donc c'est votre GPS d'entreprise aujourd'hui, et donc utiliser un peu l'Office du tourisme de l'Ouest, et je remercie Christopher Vallée, donc qui est l'animateur numérique de territoire qu'on peut applaudir. Merci. Et Stéphane Masson, le CEO de Duke. Utilisez-les parce que le principe d'un GPS, c'est quand même de savoir d'où on part pour savoir où on va, et d'où on part, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui sur notre territoire. Merci beaucoup, bonne continuation de ce programme. Et merci à toi Antoine, merci à tous. de Val, d'avoir merveilleusement géré cette table ronde.